heureux. Très honnêtement, on n'était pas parti pour faire une telle salle, mais tant mieux, on en a besoin. C'est la vague qui est en train de devenir tsunami. Et on va en avoir besoin pour gagner, parce qu'on est là pour gagner, on peut pas participer. Vous savez peut-être déjà, Jean-Luc Mélenchon aime le quinoa. C'est ce qu'on a pu voir et revoir dans la presse à la rentrée de septembre cette année. Et au-delà de la blague, notre candidat voulait parler des protéines carnées, donc de la viande, et de la nécessité de changer notre alimentation. Mais ça n'a pas vraiment été relayé. Malgré tout, c'est l'un des points essentiels de la campagne de la France Insoumise. Il faut changer notre manière de consommer et donc notre manière de produire. Comme le rappelait Jean-Luc Mélenchon dimanche midi sur France Inter, il faut augmenter les surfaces d'agriculture biologique afin que les prix baissent et que chacun puisse profiter d'une alimentation de qualité. Aujourd'hui, le bio reste trop rare et trop cher, et les revenus modestes sont obligés de se rabattre sur une alimentation discount. On se fait aussi piéger par le bio des supermarchés, du bio certes, mais d'Amérique du Sud ou d'Asie. À Brest, pourtant, on a une situation privilégiée. Il y a beaucoup de surfaces d'agriculture biologique autour de nous. D'ailleurs, vous connaissez peut-être la ferme de Traumbion, à la sortie de Brest, après Saint-Pierre, dont les terres sont en passe d'être rognées par un projet d'écoquartier. On n'est pas à un paradoxe près dans cette ville. Ces produits biologiques, on ne peut plus frais et de saison, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer à la ferme pour aller les chercher. C'est le principe des AMAP, Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, des circuits courts et des marchés. Il y a 3 AMAP à Brest, que vous connaissez peut-être, Libertataire, Rive Droite, le MAP Guérin au patronage laïque Guérin, et Siamama Porte au patronage laïque Saint-Pierre. Je vous invite, si vous n'êtes pas familier avec le principe, à les contacter ou à venir en discuter avec moi plus tard. Dans l'avenir en commun, notre programme, les mesures 43, 44, 45 et 46 même, sont celles qui traitent de ce problème. Consommer autrement, arrêter de produire autant de déchets, sauver notre biodiversité avant qu'il soit trop tard, et promouvoir une agriculture écologique et paysanne. L'écologie, ce n'est pas une lubie de bobos ou d'utopistes, c'est notre avenir. Si nous relocalisions l'agriculture près de chez nous, ça serait 300 000 emplois de créer. Ça serait du bio dans nos cantines et dans nos restaurants d'entreprise, et ça serait moins de plastique dans nos océans. Et si pour faciliter la transition, il suffit de se passer de poulet à la javel, de gâteaux à l'huile de palme et de boissons pleines d'aspartame, ce n'est pas un très grand sacrifice. Merci de votre attention. Mon intervention, en fait, dans l'entreprise où je travaille, nous utilisons comme matière première les algues. C'est un élément très courant dans le secteur. Comme vous le savez, il y a 3 ans, il y a eu de grosses tempêtes qui ont frappé la côte à intervalles différents. Et en fait, les champs d'algues ont été, certains champs d'algues ont été arrachés. Ce qui fait que les goémoniers, quand ils sont arrivés sur place, ils se sont rendus compte du désastre et ils ont dit, pour cette année, parce que dans l'entreprise où je travaille, on consomme énormément d'algues, mais il n'y a pas que notre entreprise qui consomme les algues. Il y en a un bon paquet dans le secteur. C'est une économie locale vraiment importante et on est énormément consommateurs d'algues. Donc en voyant la situation telle qu'elle était, ils se sont dit on va laisser l'écosystème se rétablir cette année et on verra l'année prochaine comment ce sera pour laisser la possibilité donc aux algues à tout le reste de se remettre en place correctement. Donc pendant une année on a reçu très peu de matières premières, donc on a eu énormément non pas de pertes, mais de manque de chiffre d'affaires. Donc forcément, derrière, il y a eu des impacts financiers directement sur les salaires et sur les augmentations. Enfin voilà, c'est toute une cause et conséquence. Mais le plus important, c'est quand même le fait d'avoir pris la décision pour eux de respecter la nature, de se dire si on se met à consommer cette année comme on l'a fait pour les années précédentes,
on va détruire quelque chose qui va mettre peut-être 10, 20 ans à se réparer. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de se consommer par rapport à la situation actuelle telle qu'elle est, consommer comme on l'a fait auparavant, ou bien laisser la situation se remettre en place tranquillement. Donc ça c'est fait. Alors d'aujourd'hui, je ne sais pas vraiment où est-ce que ça en est. Je demanderai une petite information au directeur de mon entreprise en début d'année pour savoir si lui il est un peu plus au courant de la situation. Et je pense que ça peut être une démarche collective aussi de savoir dans quelle situation se trouve la nature aujourd'hui. Pas forcément celle de la mer, mais aussi sur Terre, au niveau des forêt, au niveau des de la terre, au niveau des productions céréalières, etc., etc. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'affaire Ecopla, hein, mais pour qu'on ait un même niveau d'information sur ce que je vais dérouler derrière. Donc Ecopla, c'est une société sur Grenoble qui fait des plats en aluminium. C'est la dernière en France à en faire. C'est une société qui s'est fait littéralement pomper par trois fonds d'investissement différents au cours des années. Et puis qui, à un moment donné, à force de tirer sur l'entreprise, s'est retrouvé sur la paille. Les salariés sont mobilisés parce qu'ils se sont dit on a du débouché, on a de la demande, et derrière, on a envie de préserver nos emplois, et pour ça, on va monter une SCOP. Derrière, donc, ils se sont présentés devant la justice avec deux solutions. Il y avait la solution de la SCOP pour maintenir les emplois, et il y a un Italien qui s'est présenté simplement pour récupérer les machines. Derrière, la justice a dit on va payer les créanciers, donc on va donner la priorité aux Italiens. Voilà. C'est trouvé derrière, le parquet n'a pas fait son boulot pour qu'il puisse revenir à la charge. Donc ils se retrouvent aujourd'hui avec un projet SCOP qui était soutenu par l'ensemble de la région, la préfecture comprise, des banques qui suivaient en termes de financement, des clients qui attendaient le produit et qui étaient OK pour continuer avec eux. Et derrière ça, on leur dit non, quoi. Alors, il faut savoir que les SCOP en France, c'est très minoritaire, hein, c'est environ 2000 entreprises pour 29 000 salariés. Par contre, c'est à 85% bénéficiaires. C'est un taux de survie par rapport à l'ensemble des entreprises qui est de 57% contre 52% pour une autre boîte, parce qu'effectivement, tout le monde se mobilise pour faire marcher la boutique et pour préserver les emplois, et pas pour tirer des dividendes. C'est une adaptabilité versus la crise, parce que l'entreprise marche sur un temps long, elle voit devant, elle n'est pas sur un temps court où il faut tirer le plus de profit possible. Et puis, ma foi, si dans 3 ans, dans 4 ans, ça ne marche plus, et derrière on n'a pas assez investi, ben, c'est pas grave, on ferme la boutique et on met tout le monde dehors, quoi. Donc on n'a pas cet esprit-là dans la SCOP. Donc ça renforce tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'horizon 2020, on va avoir des tas d'entreprises sur lesquelles on n'aura pas de repreneurs, et que si on n'amène pas des solutions pour que se développent ces sociétés coopératives, on va avoir des boutiques qui vont fermer, quoi. Et souvent dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de web. Donc derrière, j'ai fait le lien et j'ai été chercher quelques éléments, hein. Il y en a plusieurs, mais il y a au moins 3 qui permettront, si le programme à venir en commun est mis en place et si on arrive à gouverner, d'assurer le développement des SCOP. La première chose, et c'est pour plus que se passe ce qui s'est passé sur Grenoble, avec la reconnaissance, qui est une reconnaissance d'un droit de préemption aux salariés pour former une coopérative en cas de fermeture ou de vente de leur boutique. Voilà, ce soit priorité aux salariés. Le deuxième, c'est garantir, faciliter l'accès au financement et au marché public. Que les banques suivent et que derrière, s'il y a des besoins au niveau public, qu'on privilégie les SCOP plutôt qu'une boîte privée qui fait de la dividende. Et enfin, le troisième, c'est limiter les LBO aux seules procédures de reprise des entreprises par les salariés. Aujourd'hui, les LBO sont archi-utilisés, c'est-à-dire qu'on endette, on rachète l'entreprise en l'endettant,
et en l'endettant. En plus, après, on essaie de pomper tout ce qu'il y a pompé en termes de salaire pour les dirigeants et autres, hein, et on la tue, quoi, parce que c'est plus possible de rembourser, et à un moment, ça meurt. Donc ça, ce sera réservé seulement aux salariés. Voilà. Je pense que c'est 3 points qui permettront d'avancer là-dessus, et on voit bien qu'à horizon 2020, il y a des enjeux derrière. Merci. J'ai travaillé au CRQ et on m'a dit j'ai proposé de parler de la santé. On m'a dit 5 minutes pour parler de la santé. J'ai dit non, il me faut toute la nuit. Après, s'il y a des motivés. Alors, j'ai proposé de faire une table ronde au mois de janvier. Et puis, je vous ai préparé aussi des petits papiers. Là, vous avez sur mon intervention, vous les distribuez. Alors la santé, j'ai dit, mais ça couvre 3/4 du programme qu'on présente. Parce que la plupart des politiciens, des politiques, quand ils parlent de la santé, ils vous parlent de la sécurité sociale, finance. Mais non, c'est pas ça la santé. D'abord, regardez, l'espérance de vie actuellement diminue depuis 2 ans. Et l'espérance de vie en bonne santé diminue encore plus. Les maladies chroniques augmentent. Alors, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est des rapports de l'OMS. C'est quoi les maladies chroniques? Diabète, hypertension, les maladies neurologiques sont en train d'augmenter aussi. Bizarre. Le cancer, ça augmente aussi. En 20 ans, on a plus de 110%. Et même sur les cancers chez l'enfant. Alors, certaines études disent c'est pas vrai, c'est faux. Ah ben, si on prend les cancers de l'enfant dans la globalité, oui, c'est faux. Si on prend les cancers par catégorie, leucémie, tumeur cérébrale, on s'aperçoit qu'elles augmentent surtout dans les zones viticoles. Vive le vin bio. Voilà. Et je vais vous parler aussi du bio. Je regarde mon petit papier entre deux pour éviter de vous oublier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il paraît qu'on a le système de santé le meilleur du monde. En fait, notre système de santé, actuellement, il est remis en cause pour protéger et augmenter les profits des multinationales pharmaceutiques, multinationales chimiques et aussi agroalimentaires. On est en train de nourrir ces gens-là. Il y a des mutuelles privées. Et mutuelles privées, oui. Alors, parlons aussi des maladies professionnelles. Les maladies professionnelles, depuis 2001, ont augmenté de 130%. C'est curieux, quand même. Hein, il y a eu l'affaire Triscalia. Qui a vu Les Sentinelles, le film à Brest? Bon, ben vous en faites, voilà un bel exemple. Qui a vu La Fille de Brest? Hein, vous voyez, la sociale, j'allais en parler de la sociale aussi. Bon, voilà, ce sont des exemples, tout simplement. Alors, je regarde. Hein. Paul François, l'agriculteur, je ne sais plus de quelle région, qui est arrivé à condamner Monsanto. C'est extraordinaire. Hein. Mais bon, au bout de 10 ans, je crois, de bataille juridique. Alors, puisqu'il faut parler de déficit, on parle de déficit de la sécurité sociale, de déficit, c'est un espèce de chantage, le déficit. En fait, le déficit de la sécurité sociale, est-ce qu'il existe? Moi, j'ai calculé, il doit être de 0,08% pour la branche maladie. C'est extraordinaire. Alors, naturellement, notre ministre est fier. Elle a diminué le déficit de la sécurité sociale. C'est extraordinaire, c'est formidable. Mais qui a payé? En fait, ce sont vous, les malades, qui ont payé. Et le déficit de la sécurité sociale, il est dû à quoi? Si on cherche aux atteintes de l'écologie, aux pesticides. Il faut voir le nombre de maladies, les maladies chroniques qui sont provoquées par les pesticides. Les perturbateurs endocriniens, c'est un truc abominable et dont le fonctionnement va se retentir sur plusieurs générations.
Il existe des bons bouquins de vulgarisation sur les perturbateurs endocriniens. Et qu'est-ce qui se passe? L'Europe en ce moment dit on va se pencher sur le perturbateur endocrinien. Ils ont vu l'ambassadeur des États-Unis, du Canada, parce que derrière, il y a aussi les accords de libre-échange. En fait, les accords de libre-échange, il faut les combattre pour que vous soyez en bonne santé. Parce que le problème de la sécurité sociale, pour éviter qu'elle soit en déficit, c'est de rester en bonne santé. Mais là, on vous empoisonne avec des pesticides, des perturbateurs endocriniens et avec la pollution atmosphérique et la pollution aquatique, pollution de l'eau. Et des médicaments. Et des médicaments, oui. Tout à fait, il y a des médicaments qui sont inefficaces. C'est un médecin qui vous le dit. Il y a des médicaments dont les effets secondaires sont cachés, Mediator, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Dixilben, il y a eu, etc. Je prendrai les questions après. Merci. Et l'industrie pharmaceutique exige des prix élevés des médicaments. Pourquoi? Parce qu'ils disent on a besoin de faire de la recherche, la fameuse recherche et développement. En fait, le prix de la recherche et développement dans le budget d'un labo, c'est 8% d'un labo pharmaceutique. Il n'y a plus de recherche. Et puis, il n'y a plus. Oui, par contre, le marketing est 3 fois plus élevé, leurs dépenses de marketing. Extraordinaire, ça. Hein? Donc, le marketing, c'est quoi? C'est les lobbies, tout simplement. Donc, il faut pouvoir aussi combattre l'industrie pharmaceutique, les lobbies, et tout ça, on le retrouve dans le programme. On retrouve aussi dans le programme le combat écologique, et c'est très important pour être en bonne santé, pour avoir une bonne espérance de vie, pour mieux vivre. Il faut être en bonne santé. Si vous êtes en bonne santé, qu'est-ce qui va se passer? La sécurité sociale ne sera plus en déficit. On pourra rembourser, on me fait signe, à 100% les maladies. Encore 2 minutes. Merci. On pourra rembourser à 100%, c'est prévu dans le programme. Donc en meilleure santé, en plus moins d'arrêt de travail, formidable. Et puis, quand il y aura moins d'arrêt de travail, la rentabilité sera meilleure. Alors là, ils vont peut-être être contents si la rentabilité est meilleure. Bon, alors c'est vrai que pour la santé, il faut éradiquer aussi la pauvreté. La pauvreté, le chômage entraîne des maladies, augmente le nombre de maladies. Donc je vais faire court, je vais m'arrêter en vous disant qu'on va se retrouver en janvier sur la santé pour une table ronde pour débattre sur tous ces sujets-là. Ils sont énormes. Hein. Il y a l'écologie, il y a l'alimentation bio, il y a l'industrie pharmaceutique et tout ça, et la finance aussi, parce que la finance, il y a à peu près dans les paradis fiscaux, ça peut 60 à 80 milliards à la France. Si on récupère cet argent-là, au moins, on pourra mieux vous soigner. L'éducation aussi. L'éducation est importante. Voilà. Alors, la santé, c'est l'éducation, c'est prévention, c'est combattre les pesticides, combattre les perturbateurs endocriniens, c'est tout ça. Et c'est pour ça que je fais très court ce soir. Et qu'on se reverra en janvier. C'est quand la date n'est pas encore fixée. Si vous voulez mais je vous promets un bon débat.